Mes chers étudiants, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, je suis votre professeur d'économie monétaire, Brahim Gizani, et je suis heureux d'être avec vous encore. Aujourd'hui, je continue le cours avec le chapitre 4 intitulé La demande de monnaie. Ok, voilà le chapitre 4, la demande de monnaie. Pour introduire le cours, je vais commencer avec un petit exemple. Vous voyez ici, nous avons un agent économique qui a le choix d'avoir de dépenser sa richesse entre actifs financiers et monnaie. Le choix actif financier, l'actif financier, il s'agit d'un actif qui a généralement un rendement positif supérieur à 0. La monnaie, il s'agit aussi d'un actif, mais contrairement à l'actif financier, il a un rendement nul, est égal à 0. On se pose la question, donc les économistes depuis longtemps se sont posé la question, pourquoi les agents économiques désirent détenir la monnaie malgré son rendement nul. Pourquoi? En d'autres termes, pourquoi ils ne, euh, ne détiennent pas des actifs financiers à rendement positif seulement. Donc, voilà les questions les questions que les économistes se sont posées. Pourquoi les agents économiques essaient d'avoir une partie de leur richesse sous forme de monnaie qui est un actif à rendement nul? Pourquoi euh, ne, ne représentent pas toute leur richesse sous forme d'actifs financiers qui, a, qui ont un rendement positif? Et donc, ceci, euh, euh, donc, euh, et donc ici, l'objet de l'objectif de ce chapitre est expliquer pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie, c'est-à-dire en d'autres termes, demandent la monnaie ou demandent la monnaie ou demandent aux monnaies ou en caisse liquide. Donc, on va voir pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie. Quelles sont les raisons derrière la demande de monnaie des agents économiques? Pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie malgré son rendement nul? Pourquoi ils ne veulent pas avoir toute leur richesse sous forme d'actifs financiers à rendement positif? Donc, il y a des raisons derrière ça. Il y avait, depuis quelques temps, donc il y avait des théories qui expliquent les raisons derrière cette demande de monnaie. La première théorie, c'est la demande de monnaie dans une optique transactionnelle. C'est la théorie classique. La théorie classique économique a
expliquer, voilà, donner les raisons pourquoi les agents économiques désirent détenir une quantité de monnaie, voilà, désirent avoir une partie de leur richesse sous forme monétaire. Selon cette théorie classique, le motif principal qui explique la demande de monnaie par les agents économiques, c'est que les agents économiques, selon cette théorie, principalement les agents économiques, détiennent la monnaie parce que elle est utile aux transactions. Donc le motif principal qui explique la détention de la monnaie selon cette théorie économique, selon la théorie classique, c'est un motif de transaction. On a besoin de détenir une partie de notre richesse sous forme de monnaie parce que cette monnaie est utile pour faire notre transaction. Voilà, c'est le seul motif selon cette théorie classique. Donc voilà l'introduction. Donc je vous ai expliqué pourquoi la question qu'on va essayer de répondre, voilà, d'expliquer. Donc ici, voilà la première section, c'est la monnaie dans une optique transactionnelle. Donc c'est la théorie classique. Donc une première partie de cette section elle commence par la théorie quantitative de la monnaie que nous l'avons déjà vue, qui donne à la fin une relation qui explique une relation entre la masse monétaire et le volume des transactions. On voit ici que la masse monétaire est liée à une relation avec le volume des transactions. Donc, petit b, l'équation de Cambridge, exposée par Alfred Marshall et Cécile Pigou. Ce sont des économistes de l'école de Cambridge. Donc, l'école de Cambridge, c'est-à-dire la théorie classique. Et ces économistes donc, exposent ont donné une fonction de demande de monnaie. Selon les tenants de cette école, les agents expriment une demande de monnaie M proportionnelle au total des ressources. Comme vous voyez ici, dans cette équation, nous avons MD pour dire demande de monnaie est égal, D pour dire demande de monnaie, est égal à petit k, un coefficient k, fois p, y. K est un coefficient qui est entre 0 et 1. MD, c'est la demande de monnaie ou les besoins en caisse liquide. P, c'est le niveau général des prix. Et Y, c'est le revenu réel. Vous voyez que selon cette école ou cette théorie, la demande de monnaie MD est égale à petit k, un coefficient fois PY étant le revenu nominal. Et Y, c'est le revenu réel. Vous voyez ici que
la demande de monnaie est une fonction d'une fonction de revenu nominal. Donc, la demande de monnaie D est une fonction de revenu nominal. La partie droite de l'équation KPY, KP fois Y, représente la demande d'encaisse monétaire, dans laquelle K traduit un véritable désir d'encaisse. Donc, K représente la proportion de revenu nominal de l'agent économique qui serait représenté par ces encaisses liquides. K représente donc la proportion de revenus de l'agent économique qui serait gardée sous forme de monnaie. Okay? L'accent donc est mis sur la volonté de détenir de la monnaie en vue d'une transaction. Vous voyez ici, la détention de la monnaie, selon cette théorie, c'est un motif de transaction. On détient la monnaie parce qu'on a besoin de payer nos transactions. Donc, et notre demande, nos besoins en encaisse liquide, MD, serait égal à K fois PY. Donc, notre demande de monnaie est une fonction de revenu réel. Une partie de notre revenu réel, de notre richesse, sera gardée sous forme de monnaie. Et cette partie est représentée par la proportion K. Ces K% de notre revenu seraient gardés sous forme de monnaie. Et le reste serait investi en actifs à rendement positif. Donc, et nous désirons toujours, selon cette théorie, nous désirons toujours de garder une partie de notre richesse sous forme de monnaie parce qu'on a besoin de faire nos transactions. Donc, ici, selon cette théorie, la demande de monnaie est fonction de revenu réel. Et la relation est positive. La relation est positive. Si le revenu, c'est-à-dire si MD est fonction de revenu réel, et D pour dire demande, cela veut dire que, et la relation est positive, si Y augmente, MD augmente, et vice versa. Donc, relation positive. Si R augmente, MD augmente. Donc, voilà ce que cette théorie classique, représentée par l'équation de Cambridge, nous dit concernant la demande de monnaie. Par la suite, on va voir une seconde théorie qui explique toujours la question principale, pourquoi les agents économiques désirent détenir la monnaie malgré son rendement nul. Il s'agit d'une théorie keynésienne qui va nous donner
un peu plus de motifs expliquant la détention d'un actif à rendement nul par les agents économiques. On passe à la deuxième section, demande de monnaie comme demande en caisse, John Maynard Keynes. Donc il s'agit de la théorie keynésienne qui nous explique il s'agit donc de la théorie keynésienne qui nous explique pourquoi les agents économiques demandent la monnaie. Donc la première théorie, c'est la théorie classique, qui explique pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie. La deuxième théorie, c'est une théorie keynésienne qui explique pourquoi il s'agit d'une théorie keynésienne qui explique pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie. Selon cette théorie, il y a trois raisons ou trois motifs qui expliquent pourquoi les agents économiques détiennent la monnaie. Je vous rappelle que dans la théorie classique, il n'y a qu'un seul motif ou une seule raison qui explique la détention ou la demande de monnaie, qui est le motif de transaction. La théorie keynésienne, il y a trois motifs de demande de monnaie par les agents économiques. Voyons ces trois motifs. Le premier motif, c'est le motif de transaction. Vous voyez, il s'agit donc de motif de transaction. Et c'est le motif, comme expliquait la théorie classique. Donc, les agents économiques détiennent la monnaie parce que cette monnaie est utile pour leurs besoins en transaction. Voilà. Donc un motif transactionnel. Mais en plus, avant ça, et la demande de monnaie selon ce motif, expliqué par cette équation, vous voyez, la demande de monnaie MD transaction, est une fonction L1 qui dépend de Y. Y étant le revenu réel. Exactement comme expliquait la théorie classique. Donc, ici, la demande de monnaie est formulée par une fonction L pour dire liquidity. Liquidity, c'est-à-dire liquidité, et c'est la fonction de demande de monnaie pour motif transactionnel. Cette demande de monnaie MD dépend du revenu réel. On voit ici que cette demande, la dérivée de la demande de monnaie par rapport à revenu réel Y est positif, c'est-à-dire si Y augmente, notre demande de monnaie pour faire nos transactions, MD transaction, augmente aussi. Et vice
vers ça. Ok? Ceci, pourquoi on écrit ici la dérivée de la demande de monnaie pour motif de transaction par rapport au revenu réel et positif. Ok? En plus de ce motif déjà considéré ou déjà montré par en même temps la théorie classique et la théorie keynésienne, John Maynard Keynes ou la théorie keynésienne donne deux autres motifs expliquant le désir de détention de monnaie par les agents économiques. Keynes donne deux autres motifs. Le deuxième motif, c'est le motif de précaution. Les agents économiques détiennent la monnaie pour un motif de précaution. Précaution, c'est-à-dire faire face à l'imprévu, c'est-à-dire faire face à l'imprévu. La monnaie sert, selon ce motif, sert à faire face à des événements imprévus. Voilà imprévu, c'est-à-dire maladie, dépenses exceptionnelles, etc. L'agent économique, parce que il doit faire face à des dépenses imprévues, comme par exemple une dépense liée à une maladie, il doit faire face à une maladie, il doit aller à l'hôpital, au docteur. Donc, il a besoin de laisser une partie de son épargne ou sa richesse sous forme monétaire pour, lorsque l'imprévu se réalise, il pourrait ainsi utiliser cette monnaie pour la dépenser. Donc, il y a un autre motif expliquant pourquoi je laisse un actif financier à rendement positif et garder la monnaie qui est un actif à rendement nul, c'est parce que je dois faire face à des dépenses imprévisibles. Cette demande de monnaie pour un motif de précaution est une fonction aussi. Une fonction MD précaution, ok. Il est MD précaution. Et il s'agit d'une fonction L aussi, une fonction L qui dépend aussi de Y étant aussi de revenu réel. Et on voit aussi que la dérivée de cette demande de monnaie, de cette fonction de monnaie L1 par rapport à Y est aussi positif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la demande de monnaie pour motif de précaution dépend de revenus de l'agent économique. Si le revenu augmente, on désire détenir plus de monnaie pour des besoins, pour un motif de précaution. C'est-à-dire faire face aux dépenses imprévisibles. Ok? Donc, ces dépenses imprévisibles
ces dépenses imprévisibles dépendent de revenus réels Y. Si le revenu réel Y, si le revenu réel augmente, on détient plus de monnaie pour faire face à l'imprévu et aux dépenses imprévisibles. OK? Donc, nous avons ici, selon Keynes, on demande la monnaie, premièrement, pour un motif de transaction, et ceci dépend de on demande plus de monnaie pour faire nos transactions et si notre revenu réel augmente. On demande la monnaie pour une raison de précaution, et cette demande de monnaie dépend aussi de notre revenu réel. En plus de ces deux motifs, la théorie keynésienne nous propose aussi un troisième motif de, demande de monnaie, qui est un motif de spéculation. Ok, il s'agit d'un motif de spéculation. Qu'est-ce que ça veut dire ici, un motif de spéculation? Il veut dire ici que, ça veut dire que les agents économiques constituent des encaisses de spéculation dans une perspective d'arbitrage entre monnaie et titres. Qu'est-ce que ça veut dire arbitrage? C'est-à-dire choix. Ok. On garde une partie de notre richesse ou de notre épargne sous forme de monnaie parce que au futur, on pourrait faire un arbitrage, un choix entre soit garder cette monnaie ou augmenter notre demande de monnaie, soit remplacer une partie de notre monnaie et par des titres. Par des titres. On explique ici dans la section 2.3 aussi le motif de spéculation incite les agents économiques à opérer un arbitrage, un choix entre monnaie et titres, avec l'objectif de réaliser des plus-values en capital. Qu'est-ce que ça veut dire plus-value en capital? C'est-à-dire un profit. C'est-à-dire un profit sur les marchés financiers. Donc, nécessairement, cette demande de monnaie et de spéculation dépendra donc du niveau de taux d'intérêt sur le marché financier. C'est-à-dire, si le taux d'intérêt est ou devient intéressant, c'est-à-dire augmente, l'agent économique achète grâce à la monnaie qu'ils détiennent des titres. Exemple, des obligations, des bons de trésor, etc. Donc, nécessairement, la fonction donc de demande de monnaie pour motif spéculation est une fonction, elle aussi, qui dépend du taux d'intérêt I. Pourquoi le taux d'intérêt I? Parce que le taux d'intérêt, c'est le taux d'intérêt sur le marché financier. Si le taux d'intérêt sur le marché financier devient
devient intéressant, un agent économique, naturellement, va choisir d'acheter 10 titres au lieu de garder sa monnaie. Si le taux d'intérêt sur le marché financier n'est plus intéressant, l'agent économique se débarrasse de ces titres, va vendre ces titres, ces obligations, et augmenter ainsi ses encaisses liquides. Donc l'année, notre agent économique, il fait un arbitrage. Il fait toujours un arbitrage entre titres et monnaie. Entre titres et monnaie. Pourquoi elle fait cet arbitrage? Pour essayer de réaliser des plus-values, un profit. Cette fonction de demande de monnaie pour motif de spéculation et la dérivée de cette fonction par rapport au taux d'intérêt I est négative. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si I augmente, l'agent économique achète l'agent économique achète des titres et donc nécessairement ces encaisses monétaires, c'est-à-dire demande de monnaie, diminue en conséquence et vice-versa. Donc, si le taux d'intérêt I augmente, je vais acheter des titres par mise en caisse liquide, donc la quantité de monnaie que je détienne diminue. Pour cette raison, on écrit que la dérivée de L par rapport à I est négative. Il y a une relation négative entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie pour motif de spéculation. Cette relation est une relation négative. Cette théorie qui explique cette théorie keynésienne qui explique la demande de monnaie pour motif de spéculation, la théorie de préférence pour la liquidité. La théorie de préférence pour la liquidité. Donc la préférence pour la liquidité exprime donc le choix de l'agent pour la monnaie ou un substitut étroit de la monnaie. La demande d'encaisse pour les motifs de transaction et de précaution est en fonction de revenu. C'est la demande d'encaisse pour le motif de spéculation qui explique les variations autonomes des encaisses des agents économiques. Les agents manifestent leur préférence pour la liquidité en fonction des anticipations, c'est-à-dire leurs prévisions. Leurs prévisions concernant quoi? Concernant l'évolution de taux d'intérêt. L'anticipation qu'ils forment sur l'évolution du marché des titres, c'est-à-dire l'évolution du marché des titres, c'est-à-dire évolution de taux d'intérêt I. Qui est plus précisément l'évolution de rendement des titres. Rendement des titres, c'est-à-dire I. Voilà, donc je résume. Donc la théorie keynésienne, je prends donc la théorie keynésienne
donc, donne trois motifs expliquant la détention de la monnaie ou la demande de monnaie par l'agent économique. La première raison est la même que celle donnée par la théorie classique. On demande la monnaie pour un motif de transaction et cette demande de monnaie dépend de notre revenu réel. Et la relation entre demande de monnaie pour motif de transaction et revenu réel est une relation positive. Le deuxième motif expliquant la demande de monnaie selon Keynes, c'est la demande de monnaie pour motif de précaution. On demande la monnaie parce qu'on veut faire face aux dépenses imprévisibles. Cette demande de monnaie pour motif de précaution dépend aussi de revenus réels. Et la relation entre cette demande et revenu réel est positive. Donc la relation est positive. La relation entre ces deux, entre revenu et relation positive. Okay? Et le troisième motif expliquant la demande de monnaie, selon Keynes, c'est le motif de spéculation, c'est-à-dire le choix ou l'arbitrage entre monnaie et titre afin de réaliser un profit, un plus-value. Et cette demande de monnaie pour motif de spéculation dépend de taux d'intérêt sur le marché financier, de nos anticipations sur le marché financier, sur l'évolution du taux d'intérêt sur le marché financier. Si le taux d'intérêt sur les marchés financiers deviennent intéressantes, c'est-à-dire augmente, généralement on remplace une partie de nos encaisses monétaires par des titres. Ainsi, nos encaisses monétaires diminuent. Pour cette raison, on dit qu'il y a une relation négative entre la demande de monnaie pour motif de spéculation et le taux d'intérêt. Donc à la fin, Keynes formule une fonction de demande de monnaie, MD, qui est une fonction L pour dire liquidité, qui dépend de deux variables principalement, qui est égale à MD transaction plus MD précaution plus MD spéculation. Donc, la demande de monnaie globale de l'agent économique est la somme en fait de notre demande de monnaie pour transaction plus notre demande de monnaie pour précaution plus notre demande de monnaie pour spéculation. Cette demande de monnaie globale est une fonction L qui dépend de deux variables, Y qui est le revenu réel et I qui est le taux d'intérêt sur le marché financier. La relation entre demande de monnaie et Y est une relation positive. Si Y augmente, MD augmente. Et la relation de MD par rapport à I, par rapport à la variable I, le taux d'intérêt sur le marché financier, est une relation négative. C'est-à-dire, si I augmente, la demande de monnaie diminue. OK. Si on représente la fonction de demande de monnaie pour motif de spéculation L2 en fonction du taux d'intérêt I. Nous avons dit que la relation est négative, donc c'est normal que l'on trouve que la courbe est
décroissante. La courbe de demande de monnaie pour motif de spéculation est une fonction de taux d'intérêt I et il est une courbe décroissante. Ok, elle est décroissante au début et ensuite elle devient plate. Ok, donc à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain niveau, la courbe devient plate. Ok, plate. Ici, on voit que la demande, la quantité de monnaie demandée pour motif de spéculation est indéfinie. À partir de ce point, disons A, lorsque la courbe devient plate, ok, et lorsque le taux d'intérêt devient très faible, presque égal à 0, presque égal à 0, la courbe, la demande de monnaie pour motif de spéculation devient indéfinie. Donc, lorsque la demande de monnaie, je m'excuse, lorsque le taux d'intérêt I sur le marché financier devient très faible, la demande de monnaie L2 pour motif de spéculation devient indéfinie. Donc, voilà, la demande de monnaie pour motif de spéculation devient infinie ou indéfinie. Ok, on dit que nous sommes dans une situation de trappe de liquidité. On appelle cette situation trappe de liquidité. Trappe de liquidité, c'est cette situation. C'est cette situation où la demande de monnaie devient indéfinie. On n'est pas capable de la définir. Et ceci se réalise lorsque le taux d'intérêt I devient très faible. Pourquoi indéfini? Parce que à ce moment, les taux d'intérêt sont très faibles et les agents économiques ne trouvent plus intéressant d'acheter des titres sur le marché obligataire, sur le marché des bons de trésor, parce que leur rendement est presque nul. Donc, ils ne vont plus acheter des titres et ils vont garder leur épargne sous forme de monnaie, sous forme d'encaisse monétaire. Donc, cette quantité est donc la totalité de leur richesse devient sous forme de monnaie. Donc, la demande de monnaie devient infinie, très infinie, indéfinie. Ok. Donc, on dit au taux I1, qui est un taux très faible, voilà le taux I1, la demande de monnaie pour motif de spéculation est infinie si la situation de trappe de liquidité. Au taux I2, la demande de monnaie pour motif de spéculation est nulle car
le taux d'intérêt est supposé ne pas pouvoir s'élever. Les cours des titres sont plus bas. La demande de monnaie pour motif de spéculation est donc décroissante. Au début, il est décroissante. Le taux d'intérêt I. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Au début, le taux d'intérêt, lorsqu'ils sont assez élevés, la demande de monnaie est décroissante, comme nous l'avons déjà dit auparavant. Mais lorsque les taux deviennent très faibles, la demande de monnaie devient infinie et on appelle cette situation une situation de trappe de liquidité. La situation de trappe de liquidité est lorsque la demande de monnaie est indéfinie et lorsque la courbe L2 devient plate. Ok? Passons maintenant à la section 2.3.1 qui est sur la relation entre le taux d'intérêt d'un actif et le taux d'intérêt et le prix d'un actif. Donc la relation entre le prix d'un actif et le taux d'intérêt. Avant de commencer l'explication, je vous rappelle que le rendement sur un actif, généralement, la formule est égale à revenu reçu sur investissement. Okay. Le rendement sur un actif, je calcule le rendement sur un actif. Généralement, c'est lorsque je divise mon revenu reçu sur mon investissement initial. Ok? Donc, essayons, grâce à cette formule, trouver la relation entre le prix d'un actif et le taux d'intérêt. Donc, on va expliquer cette section grâce à un exemple. Ok? Ok. L'analyse du comportement de spéculation keynésienne s'opère à partir de cours en bourse des obligations, c'est-à-dire de cours en bourse de la valeur à revenu fixe. Cours, c'est-à-dire prix. Cours, c'est-à-dire prix. Ok. Il suppose que l'on distingue la valeur faciale du titre, c'est-à-dire la valeur d'émission, c'est-à-dire la valeur, ok, écrit sur le titre. On appelle cette valeur la valeur faciale. Ok. Lors de son émission, si le titre est émis à 100 dinars avec un taux d'intérêt 5%, cela veut dire que normalement, si j'achète ce titre de 100 dinars à 5%, je devais recevoir chaque année un intérêt de 5% multiplié par 100 dinars, la valeur faciale du titre. Donc, quelles que soient les variations du cours en bourse du titre, il rapportera 5 dinars. 5 dinars, c'est 5% fois 100. Ok. Si ce titre est négocié en bourse, donc serait négocié en bourse, donc il aura donc un cours, un prix dans la bourse, qui va varier. Si l'on suppose que le cours du titre
passe le cours du titre, le prix en bourse passe, le titre passe de 100 dinars à 125 dinars. Ok, le 100, c'est la valeur faciale, la valeur de l'émission du titre. Okay. Et 125 dinars, c'est cours en bourse, prix de négociation en bourse. Ok. Et si j'achète, moi, une deuxième personne achète ce titre dont la valeur d'émission est 100 dinars, il l'achète à 125 dinars. Cette personne, à la fin de l'année, va calculer son rendement. Donc, je vous rappelle, rendement sur l'actif est égal à revenu reçu sur investissement initial. Donc, rendement de la deuxième personne qui a acheté le titre sera égal combien? Sera égal à revenu reçu. Revenu reçu qui est combien? Égal à 5 dinars parce que ce titre donne toujours 5 dinars de revenu. 5% fois 100 divisé par l'investissement. L'investissement de la deuxième personne, cette deuxième personne a acheté le titre non pas à 100 dinars, mais à 125 dinars. Ok, si cette personne calcule donc son rendement, 5 fois 100 sur 125, elle trouve qu'elle a gagné à la fin 4%. Donc son rendement maintenant est 4%. Donc la hausse, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que lorsque le cours du titre a augmenté en passant de 100 dinars à 125 dinars, le revenu, le rendement du titre est passé de 5% au début, à 4%. Ok. Donc la hausse de cours du titre correspond à une baisse de rendement exprimée par un taux d'intérêt. Si on suppose un deuxième cas, ok, si l'on suppose que le cours, contrairement le cours du titre dans le marché financier, baisse de 100 dinars à 83,3 dinars. Donc, la deuxième personne achète une deuxième personne achète le titre à 83,3. Donc, à la fin de l'année, la deuxième personne va calculer son rendement comme d'habitude. Donc, rendement de la deuxième personne qui a acheté les titres. Ok. 5, c'est toujours 5. Le revenu reçu sera égal toujours à 5 dinars. C'est toujours 5% fois valeur faciale du titre sur son investissement. Maintenant, la deuxième personne a payé 83 dinars, 83,3 dinars 83,3 dinars pour acheter ce titre.
Donc, elle va avoir donc, son rendement sera donc égal à 5 sur 83,3 et elle trouve que son rendement est 6%. Donc, qu'est-ce qu'on observe maintenant? Qu'est-ce qu'on observe maintenant? On observe que lorsque le cours du titre sur le marché financier baisse, le rendement du titre augmente. Donc à la baisse du cours du titre correspond une hausse de taux d'intérêt ou de rendement de ce titre. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Il y a donc une relation inverse entre le cours du titre obligataire, c'est-à-dire son prix, et le rendement de ce titre, c'est-à-dire son taux d'intérêt. Donc, il y a une relation inverse entre le prix du titre et son rendement. Soit POL, le prix d'une obligation, si j'appelle POBL, POB, le prix d'une obligation, soit c'est son revenu, on l'appelle coupon ou rendement, la même chose, okay? Soit c'est son revenu annuel, coupon, et I, son rendement, taux d'intérêt, nous pouvons conclure que le prix de l'obligation, on pourrait conclure que le taux de rendement I est égal au revenu C, coupon, sur prix de l'obligation. Ceci me permet de réécrire cette équation de la forme suivante. Ceci me donne prix de l'obligation est égal à coupon sur I. Vous voyez donc il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt I et le prix de l'obligation. Une relation inverse. Une relation inverse. Lorsque l'un augmente, l'autre diminue. Ainsi, lorsque le taux d'intérêt est de 5%, les agents sont prêts à payer jusqu'à 100 dinars. Et pas plus pour une obligation rapportant 5 dinars par an. Ok? Voilà donc la relation entre prix de l'obligation et le taux d'intérêt. Le prix de l'obligation est égal à C sur I. Pourquoi? Parce que le rendement I, le taux d'intérêt I, est égal au coupon sur obligation. Ok, je vous remercie.